À la fin des années 1960, une équipe anglo-française conjointe s'est lancée dans une quête audacieuse, construire le premier avion de ligne supersonique au monde. Le résultat allait changer l'aviation à jamais. Vous regardez le Concorde, une prouesse technologique qui promettait de rapetisser le monde et l'a fait. Si ce n'est que pour quelques privilégiés. Mais sous son extérieur élégant en forme d'aiguille se cachaient des secrets d'ingénierie qui auraient étonné même les professionnels de l'aviation les plus chevronnés. Comment un avion conçu pour des vitesses Mach 2 réussirait-il à atterrir sans que ses pilotes ne perdent de vue la piste? Quelle force cachée le faisait grandir physiquement en plein vol? Et pourquoi un avion fait pour conquérir les cieux est-il devenu un symbole à la fois d'un exploit inégalé et d'un paradoxe commercial, tout en refusant de s'effacer de notre imagination collective? Nous sommes sur le point de vous révéler 10 secrets d'ingénierie extraordinaires du Concorde qui transformeront votre vision de cet avion légendaire. Et croyez-nous, le plus surprenant n'est pas ce que vous pensez. Ce nez tombant, un pur génie déguisé en comédie. Le problème était brutal. À Mach 2, le Concorde avait besoin d'un nez comme une fléchette, fin comme un rasoir, parfaitement profilé, avec un minimum de traînée. Mais ce même poignard allongé, incliné vers le haut, bloquait complètement la vue des pilotes. On ne peut pas poser un jet au pif. Les ingénieurs ont fait un truc dingue. Ils ont rendu toute la partie avant pivotante vers le bas. À l'approche, le nez s'abaissait jusqu'à 12,5 degrés, offrant aux pilotes une vue claire. En croisière, il se redressait parfaitement aligné pour une efficacité aérodynamique maximale. La chorégraphie était complexe. Un système hydraulique à triple redondance actionnait le mouvement. Si le système principal lâchait, un système de secours hydraulique prenait le relais. Si les deux tombaient en panne, la gravité faisait tomber le nez. Et une sécurité ultime qui en dit long sur les enjeux. Ce n'était pas totalement nouveau. Son origine remontait au Fairey Delta II britannique, le premier jet à dépasser les 1000 miles par heure. Mais Concorde l'a perfectionné pour le transport commercial en faisant un élément clé de son fonctionnement. Les foules dans les aéroports se rassemblaient pour ce moment de ballet mécanique. Un signe clair que la merveille supersonique se préparait à l'atterrissage. À chaque fois que ce nez se baissait, ça nous rappelait quelque chose de profond. La beauté et la fonction ne viennent pas facilement. Parfois, elles doivent se plier. Montez sur le poste de pilotage du Concorde à Mach 2 et vous remarquerez quelque chose de vraiment étrange. Un écart est apparu entre la console de l'ingénieur et la cloison. Il n'était pas là au décollage. Alors que le Concorde dépassait la barrière du son, la friction aérodynamique chauffait la cellule à des températures extrêmes, jusqu'à 127 degrés au nez et 91 degrés à la queue. L'avion entier avait grandi d'une dizaine de centimètres. Les membres d'équipage plaisantaient en disant qu'ils laissaient tomber des chapeaux dans cet espace du poste de pilotage, sachant qu'à l'atterrissage, ils disparaîtraient derrière un mur qui s'était éloigné en plein vol. Les passagers le ressentaient subtilement. Ces petites fenêtres devenaient chaudes au toucher en altitude. Les parois de la cabine rayonnaient d'une chaleur douce, un rappel constant que vous voliez là où la physique poussait ses limites. Maintenir le Concorde intact sous de telles contraintes nécessitait une métallurgie de pointe. Les ingénieurs ont délaissé l'aluminium traditionnel pour l'iduminium AU2GN, un alliage d'aluminium assez solide pour fléchir, assez léger pour voler et assez robuste pour les cycles incessants de chauffage et refroidissement. Mais même ça ne suffisait pas. La peinture blanche éclatante qui recouvrait l'extérieur du Concorde, c'était un revêtement ultra réfléchissant, spécialement conçu pour renvoyer 2 fois plus de chaleur que la peinture d'avion standard. Sans cela, la structure aurait atteint des températures bien plus dangereuses. Réfléchissez-y, à chaque vol, le Concorde changeait physiquement. Un avion de ligne qui grandissait, rétrécissait et s'adaptait, tout ça pour la vitesse. Aucun autre jet commercial, avant ou après, n'a réussi à surmonter des défis thermodynamiques aussi extrêmes. Regardez le Concorde approcher de la piste et quelque chose semble inquiétant. Le nez s'est redressé, presque avec défi, tranchant l'air à un angle raide qui ferait peur à n'importe quel passager d'un autre avion. Le coupable? C'est l'aile Delta ogivale radicale. Un design de chasse adapté au transport de passagers. L'aile Delta était le billet supersonique du Concorde. Ses larges surfaces balayantes généraient une portance immense à des vitesses fulgurantes, maintenant l'avion stable à Mach 2. Mais à basse vitesse, toute une autre histoire. Contrairement à la descente douce et à niveau du nez d'un Boeing 747, le Concorde devait garder une attitude de nez inhabituellement relevée, parfois 10 degrés au-dessus de l'horizon, juste pour maintenir assez de portance lors de l'approche. Pour les pilotes, c'était comme équilibrer une fléchette sur le bout du doigt tout en enfilant une aiguille, à 300 km/h. La vitesse d'approche était stupéfiante.
presque le double de celle de la plupart des avions commerciaux classiques. Aucune marge d'erreur. Chaque atterrissage était une danse précise avec la physique, frôler les chiffres exacts ou risquer de manquer la piste. Les aéroports avaient besoin de pistes plus longues et de procédures de contrôle aérien spécialisées. On ne pouvait pas simplement se poser n'importe où. Les rituels avant l'atterrissage devenaient sacrés. Les checklists étaient vérifiées 2 fois, les vitesses annoncées à haute voix et l'anticipation montait pendant que l'hydraulique du nez basculant se mettait en marche. Pour des yeux non avertis, les atterrissages du Concorde paraissaient précaires. Le nez incroyablement haut, comme s'il rechignait à toucher le sol. Mais pour l'équipage, la maîtrise ultime. Ils ressentaient chaque petite turbulence, guidant leur légende supersonique de retour vers la Terre avec une précision expérimentée. Les ailes Delta donnaient du spectacle à chaque arrivée. Aucun autre avion commercial ne rendait les atterrissages aussi théâtraux. Chaque avion moderne a un petit moteur caché dans la queue. L'unité de puissance auxiliaire alimente les lumières, la climatisation et l'hydraulique avant le démarrage des moteurs principaux. Concorde a complètement zappé ça. Pourquoi pas de GPU? Un mot. Poids. Chaque kilogramme en plus signifiait moins de carburant pour le sprint atlantique, réduisant l'autonomie et la charge utile. Les concepteurs obsédés sur les grammes. L'espace étant limité et les réservoirs de carburant bien serrés dans la structure de l'aile Delta, il n'y avait tout simplement pas de place. À la place, Concorde dépendait d'un balai précis de véhicules spécialisés au sol. Chariots de démarrage à air, unités d'alimentation externe et camions de climatisation mobile. Dans des grands hubs comme Heathrow ou New York JFK, c'était gérable. Dans des aéroports isolés, un vrai drame opérationnel. Imagine Concorde en escale dans les Caraïbes. L'équipe au sol se démène pour trouver le bon matériel de démarrage à air, lutte avec de lourds tuyaux sous la chaleur tropicale pendant que les passagers attendent dans la cabine. Un retard dans un aéroport éloigné voulait dire que l'équipage ne pouvait pas simplement appuyer sur un bouton pour redémarrer. Tout, l'électricité, l'air, le refroidissement de cabine dépendaient entièrement d'une aide extérieure. Pour un avion capable de dépasser le lever du soleil, c'était une vulnérabilité étonnamment à l'ancienne. La technologie de pointe de l'aviation totalement dépendante de camions de soutien juste pour démarrer. Les équipages ont appris à s'attendre à l'inattendu, à dépanner lorsque le bon chariot manquait ou que les prises ne correspondaient pas. Il y a un charme dans cette bizarrerie, un rappel que même les machines les plus avancées doivent parfois se plier aux réalités pratiques. Imaginez le Concorde franchissant la barrière du son. 4 puissants moteurs Rolls-Royce Snecma Olympus 593 rugissant, la carlingue scintillant, les prises d'air caractéristiques sous les ailes semblant presque vivantes, se remodelant en temps réel. Au cœur de cette prouesse se trouvaient les rampes d'admission variables. À mesure que le Concorde atteignait Mach 2, ces rampes modifiaient leur position dans les conduites d'admission moteur. Leur mouvement créait des ondes de choc précisément angulées qui ralentissaient l'air supersonique à une vitesse subsonique gérable avant d'atteindre les compresseurs du moteur. Pourquoi ? Parce que même les turboréacteurs les plus puissants ne peuvent pas gérer un flux d'air supersonique directement sans risquer des décrochages dangereux ou des dommages. Ces rampes étaient contrôlées par ordinateur, surveillant en continu la pression, la vitesse et l'altitude, toujours en mouvement pour garder le flux d'air parfait. Si on se trompait, on perdait de la poussée ou on risquait une instabilité moteur. Mais c'est là que le Concorde devançait vraiment tous les autres avions commerciaux. La plupart des appareils supersoniques brûlent du carburant à une vitesse folle avec leur post-combustion juste pour rester supersonique. Le Concorde, lui, était différent. Si les post-combustion donnaient un coup de boost spectaculaire au décollage et pendant l'accélération transsonique, s'illuminant de flammes visibles, elle s'éteignait autour de Mach 1,7. Une fois à l'altitude de croisière, le Concorde maintenait Mach 2 uniquement avec la poussée à sec. Cette capacité est connue sous le nom de supercroisière. Voler supersonique sans la consommation exorbitante de carburant des postes combustion. Seul le Concorde pouvait se vanter d'un exploit pareil en service commercial. Chaque mouvement de rampe, chaque subtil changement de son moteur rappelait aux observateurs quelque chose d'exceptionnel. Le Concorde n'était pas juste rapide, c'était un organisme en constante adaptation, conçu pour conquérir la limite du possible. La vraie magie se produisait au plus profond de ses prises d'air. Là où la physique rencontrait l'ingénierie à Mach 2. Pour voler à Mach 2, le Concorde devait être plus intelligent que n'importe quel avion de ligne avant lui. Deux merveilles méconnues ont rendu cela possible. Son adoption précoce des commandes électriques, fly-by-wire, et un système ingénieux de carburant qui servait aussi de bouclier thermique. Bien avant que le fly-by-wire numérique ne devienne la norme, le Concorde fut le premier jet commercial à abandonner en grande partie les liaisons mécaniques directes au profit d'un système électrique analogique.
Chaque mouvement du manche à balai du pilote envoyait des signaux électriques aux unités de commande de vol assistées, des muscles hydrauliques guidés par des cerveaux électroniques. Pour la sécurité, 3 niveaux de redondance existaient: électrique principale, électrique de secours et en dernier recours, un système mécanique de secours. Le plus fou, en plus de 20 ans d'opération, le Concorde n'a jamais eu besoin de ce dernier recours mécanique. Mais le génie du Concorde ne se limitait pas à ses commandes. Sur la plupart des jets, le carburant est juste une charge utile. Sur le Concorde, il était vital pour l'équilibre et la survie. À mesure que l'avion consumait du carburant, un système automatique pompait en continu le carburant entre les réservoirs dans les ailes et le fuselage, gardant toujours le centre de gravité parfaitement optimisé. Voici la grosse surprise. Ce même carburant faisait office de puits de chaleur liquide. Lorsque la peau en aluminium chauffait sous les frottements incessants du vol à Mach 2, la chaleur était délibérément autorisée à se diffuser dans les réservoirs de carburant, évitant ainsi toute surchauffe structurelle. Ce système refroidissait aussi astucieusement d'autres équipements à bord, comme la climatisation et aussi l'hydraulique, ce qui éliminait le besoin d'unités de refroidissement dédiées. Contre-intuitif? Absolument. Le kérosène comme agent de refroidissement. Mais ça marchait. Les pilotes surveillaient les indicateurs, voyant le carburant migrer dans les ailes non seulement pour l'équilibre, mais aussi pour absorber la chaleur implacable du vol supersonique. Ces deux systèmes montraient comment les ingénieurs du Concorde résolvaient des problèmes apparemment impossibles avec des solutions élégantes, presque dignes de la science-fiction. Ce n'était pas seulement la vitesse qui distinguait le Concorde, c'était la capacité à rendre le futur tangible. Entrez à bord du Concorde et vous ressentez quelque chose d'inattendu. Cette icône supersonique n'était pas un palais volant, mais un tube élancé et étroit, à peine 9 pieds et demi de large, juste assez pour 4 sièges de front. Avec une capacité de seulement 100 passagers, c'était une toute petite foule comparée à celle d'un Boeing 747. L'ambiance était exclusive, intime, et pour certains, un peu claustrophobique, comme si vous traversiez le ciel à Mach 2 dans un sous-marin de luxe. Les fenêtres étaient plus petites que les futurs smartphones, conçus non pas pour admirer le paysage, mais pour la solidité structurelle à 18 000 mètres d'altitude sous la tension énorme du vol supersonique. On pouvait se pencher pour voir la courbure de la Terre, mais les grandes vues n'étaient pas une priorité. Les sièges, bien que moelleux et recouverts de cuir, étaient serrés. Chaque centimètre comptait dans un avion conçu pour une vitesse sans compromis. Pourtant, le service était légendaire. Vin fin, caviar et homards servis avec des gants blancs. Les passagers côtoyaient des célébrités, des PDG et des membres de la royauté, savourant des voyages à la fois futuristes et profondément privés. Mais l'expérience allait au-delà du glamour. Alors que le Concorde traversait la stratosphère, les parois de la cabine devenaient chaudes, parfois brûlantes au toucher. Les passagers se souvenaient souvent de cette chaleur sur leurs bras, un rappel subtil et constant de la chaleur extérieure féroce. Un habitué la décrivit comme voler à l'intérieur d'un rayon de soleil. Luxueux, mais avec un soupçon de danger de science-fiction. Cette peinture blanche brillante distincte n'était pas qu'une question de style. C'était une armure high-tech, un revêtement spécialisé conçu pour réfléchir 2 fois plus de chaleur que la peinture d'avion standard. Sans cela, la cabine serait devenue inconfortablement chaude et la structure de l'appareil dangereusement stressée. Ce mélange de contraintes high-tech et de services très personnalisés définissait la niche unique du Concorde. Il ne s'agissait pas de déplacer des foules, mais de vendre l'impossible, l'exclusivité d'un jet privé à 2 fois la vitesse du son. La cabine était une contradiction, petite et intime, mais elle offrait le billet le plus prisé de l'aviation. Pour ceux qui avaient la chance de le piloter, le Concorde offrait non seulement un siège, mais une place dans l'histoire. Regardez par la petite fenêtre du Concorde à 18 000 mètres et la vue était différente de tout autre vol commercial. Le ciel au-dessus passait du bleu profond au noir encre, presque indiscernable de l'espace. En dessous, la courbure de la Terre était indéniable. L'horizon si net et courbé qu'on pouvait momentanément se croire astronaute. Là où la plupart des avions de ligne volent à 11 500 mètres, évitant tempêtes et turbulences, le Concorde planait presque 2 fois plus haut. Il volait au-dessus de la météo, du trafic aérien et des jet streams turbulents. À cette altitude, le vol était étonnamment calme. Les orages devenaient des souvenirs lointains et tourbillonnants vus d'en haut. Les contrôleurs aériens lui donnaient la priorité. Il n'y avait simplement personne d'autre à cette altitude sur ces routes. Les passagers voyaient les continents défiler comme depuis le bord de l'espace. Un
privilège qu'aucun autre avion commercial n'offrait. Mais l'altitude n'était pas la seule distinction du Concorde. Son nom a même déclenché une controverse internationale. Au début du projet, le gouvernement britannique annonça que l'appareil s'appellerait Concorde sans le E final préféré par les Français. Cette lettre unique provoqua une tempête diplomatique. Pour la France, Concorde n'était pas juste un mot. C'était une déclaration d'unité et d'ambition partagée tirée du mot français pour harmonie. Le débat dura des années, devenant un point de discorde persistant entre les deux nations partenaires. Ultimement, le ministre britannique de la technologie Tony Benn rétablit officiellement le E, déclarant célèbrement qu'il signifiait Excellence, England, Europe et, crucialement, l'entente cordiale, historique entre la Grande-Bretagne et la France. Cette seule lettre devint l'emblème de l'ADN anglo-français du Concorde. Un rappel subtil mais puissant que l'appareil était né d'un partenariat transcendant les rivalités nationales. Altitude et attitude allaient de pair. Il ne volait pas seulement plus haut, il visait plus haut, à la fois littéralement et symboliquement. Chaque vol témoignait de ce que les nations pouvaient accomplir lorsqu'elles osaient atteindre ensemble la stratosphère. Concorde était une machine d'une puissance et d'une précision immense. Une grande partie de cette capacité se cachait dans ces systèmes hydrauliques sophistiqués. Ceux-ci ne servaient pas seulement à actionner le train d'atterrissage. Ils étaient les muscles mêmes qui permettaient à Concorde de fonctionner, du fameux nez plongeant à ses puissantes surfaces de contrôle. L'échelle était énorme. 3 systèmes hydrauliques indépendants, chacun fonctionnant à 4000 PSI, bien plus que les 3000 PSI classiques pour la plupart des autres avions de ligne de cette époque. Cette pression plus élevée signifiait que des composants plus petits et plus légers pouvaient générer une force immense, cruciale pour un avion où chaque gramme comptait. Ces systèmes alimentaient presque tout ce qui était vital. Les mouvements complexes des volets d'entrée d'air variables, le positionnement précis des surfaces de contrôle de vol, la sortie et la rentrée du train d'atterrissage, les freins, et bien sûr le nez plongeant iconique et sa visière. La coordination nécessaire était un prodige. Le moindre mouvement des pilotes se traduisait par des mouvements précis des actionneurs hydrauliques qui déplaçaient les surfaces de contrôle pour guider l'avion. La fiabilité était primordiale. Chacun des 3 systèmes pouvait fonctionner indépendamment et les composants critiques pouvaient être alimentés par plus d'un système, assurant une redondance vitale. Les pilotes s'entraînaient intensément à gérer les pannes hydrauliques, bien que les systèmes se soient avérés remarquablement robustes en service. Le fluide hydraulique lui-même subissait des conditions extrêmes. Il travaillait sans cesse dans des environnements allant de la chaleur intense générée par le vol supersonique à la température glaciale à 18 000 mètres d'altitude. Des fluides spécialisés et une conception robuste des composants étaient essentiels. La dépendance de Concorde à des systèmes hydrauliques aussi puissants et redondants soulignait ces défis uniques d'ingénierie. C'était un témoignage de la façon dont les principes mécaniques traditionnels, poussés à leurs limites avec des matériaux avancés et une conception complexe, pouvaient ouvrir des domaines de vol totalement nouveaux. Le balai fluide et précis des pièces mobiles du Concorde était presque entièrement dû au travail silencieux et puissant de son cœur hydraulique. La dernière bizarrerie du Concorde est sans doute la plus profonde. Malgré son triomphe monumental en ingénierie, son statut de symbole de fierté nationale et l'émerveillement constant des passagers, il a été un échec commercial. Seulement 20 avions Concorde ont été construits. Seuls 14 ont été mis en service commercial, bien loin des centaines initialement prévues. Le projet a été miné par des coûts de développement en hausse, atteignant une estimation de 1,3 milliard de livres, plus de 20 milliards en monnaie actuelle. Un marché limité à cause des exigences opérationnelles spécifiques a encore aggravé la situation. Une consommation massive de carburant ainsi que le controversé Bang Sonic ont cantonné les opérations surtout aux routes transatlantiques au-dessus de l'eau. Les ralentissements économiques mondiaux et la crise pétrolière des années 70 ont en plus réduit l'intérêt des compagnies aériennes. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Le Concorde offrait une expérience passager inégalée par tout autre avion commercial. Sa capacité à traverser l'Atlantique en moins de 3h30, en vol au-dessus du temps et à la limite de l'espace, était unique. Pour ceux qui ont volé dessus, ce n'était pas juste un voyage. C'était un événement, un trajet vers le futur. Des compagnies comme British Airways et Air France exploitaient souvent le Concorde à profit sur des routes populaires, grâce au prix premium qu'elles pouvaient demander pour
pour cette vitesse et exclusivité inégalée. Malgré les défis commerciaux, le Concorde a prouvé que le vol supersonique pour passagers était non seulement techniquement réalisable, mais pouvait être exploité en toute sécurité et fiabilité durant des décennies. Ces innovations techniques, du pilotage fly-by-wire à la gestion thermique avancée, ont ouvert la voie aux conceptions d'avions futurs. Après le tragique accident du vol Air France 4590 en 2000, aggravé par la baisse du nombre de passagers après le 11 septembre et la complexité croissante de la maintenance, British Airways et Air France ont retiré leur flotte de Concorde en 2003. Cela semblait être le dernier chapitre du rêve supersonique. Cependant, le rêve perdure. De nouvelles entreprises explorent maintenant des jets supersoniques de nouvelle génération visant à surmonter les défis que le Concorde avait rencontrés, notamment sur le bruit mais aussi l'efficacité énergétique. Cet intérêt renouvelé rend l'héritage du Concorde plus pertinent que jamais. Cet avion magnifique était-il une solution visionnaire, peut-être juste en avance sur son temps, ou une belle impasse dans le chemin évolutif de l'aviation? Peut-être que la réponse ne réside pas dans l'analyse du marché ou les calculs financiers, mais dans le simple fait que même les critiques s'arrêtent devant un Concorde dans un musée, fier, debout. Un témoignage de ce que nous avons osé réaliser un jour. Certaines machines transcendent leur but commercial pour devenir des icônes de la réussite humaine. D'un nez tombant contre-intuitif qui dévoilait la piste à une extension physique en plein vol causée par une chaleur intense, des atterrissages en élevé défiant la convention à la brillante simplicité de son système précoce de commande de vol électrique, le Concorde représente bien plus que l'avion de ligne le plus rapide. Il incarne la quête perpétuelle de l'humanité pour repousser les limites, même lorsque les réalités du marché n'ont pas rattrapé les ambitions de l'ingénierie. Chaque bizarrerie révèle des couches de complexité qui ont transformé les opérations aériennes de routine en orchestration sophistiquée de technologie, logistique et ingéniosité humaine. Qu'on s'émerveille devant son train d'atterrissage unique ou qu'on ressente la chaleur des parois de la cabine à 18 000 mètres d'altitude, le Concorde a créé des expériences qui allaient bien au-delà d'un simple transport. L'héritage du jet supersonique dépasse les luttes commerciales. Il a redéfini les attentes des passagers, repoussé les limites de l'ingénierie aéronautique et prouvé qu'un design audacieux pouvait créer des machines qui inspirent l'émerveillement des décennies après leur premier vol. Alors que l'aviation fait face à des contraintes de capacité, des pressions environnementales et des préférences changeantes des passagers, la proposition centrale du Concorde, un voyage plus rapide pour ceux qui valorisent le temps avant tout, pourrait s'avérer plus prémonitoire que prématuré. Cet avion magnifique était-il une solution visionnaire attendant son moment ou une belle impasse dans le parcours évolutif de l'aviation? Peut-être que la réponse réside dans le simple fait que même les critiques s'arrêtent lorsqu'ils voient un Concorde fièrement exposé dans un musée. Un témoignage de ce que nous avons un jour osé accomplir. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça faisait de voler sur le Concorde? Lequel des aspects de son design unique trouvez-vous le plus fascinant?